ça ne se développera que s'il y a présence. Quelqu'un a un talent dans les mathématiques, ça ne se développera que s'il y a présence. Tout le potentiel se développe dans la présence. S'il n'y a pas présence, si l'attention est accaparée par un jugement sur soi, je ne suis jamais capable, je ne sais pas ce qu'il faut, etc., il ne peut pas y avoir développement du potentiel. Impossible. J'ai tellement de choses que j'aimerais aborder, je vois le temps qui file et je me dis en fait, tout à l'heure au début je te proposais cet angle de vue de dire la première étape des 4 que j'ai citées, c'était où est-ce qu'on pose son attention, et donc toi tu es dans cette présence, mais même je dirais évidemment ça c'est presque l'aboutissement finalement de la maîtrise de l'hygiène de l'attention, je dirais. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais en attendant, il y a peut-être des choses qui sont plus accessibles dans le sens où prendre conscience que à plein de moments notre attention est accaparée par des sujets qui nous sont imposés parce que on regarde à l'endroit où tout le monde regarde et on parle des mêmes sujets que tout le monde a en tête en ce moment, et que donc du coup on a quelque chose à se dire parce que justement on sait pas être dans la présence, et que quand on est devant quelqu'un on est tellement emmerdé que si on parle pas du changement de Premier ministre en France en ce moment, on sait pas quoi se dire. Donc du coup on est branché sur cette actualité, et c'est celle-ci qu'on va sortir de manière à sortir du malaise de ne pas pouvoir être en conscience avec l'autre d'une certaine manière. Et c'est donc remettre la main sur cette capacité à dire ok, peut-être que la présence, ça va venir petit à petit. Peut-être que le fait d'avoir son attention posée sur la présence et sur le présent, ce serait une direction, un cap quelque part. Mais en attendant, choisir de poser son attention sur des endroits que nous, on décide parce que ça nous attire, parce que ça nous apprend des choses, parce que ça nous inspire. Donc comme par exemple le fait que je me sois dit, je me sens inspiré par Serge, je vais aller porter mon attention sur ce qu'il propose et je vais lui proposer un échange. Et donc du coup là je suis pas en pleine présence parce que sinon je n'aurais pas de pensée qui me traverserait. Mais là je me dis juste, je suis déjà content de pouvoir prendre un tout petit peu plus en main la responsabilité de cette première étape de l'attention en disant j'ai envie de la porter plutôt dans des choses qui vont être soutenantes pour moi, qui vont me permettre de me rencontrer, de me comprendre, de comprendre les autres et d'être apaisé dans mon rapport aux autres. Voilà. Alors c'est peut-être un peu long comme développement, mais j'étais avec ça aussi pendant que tu me parlais. Ouais. Écoute, c'est pas toujours évident parce que je retourne à ce que on a abordé aussi tout à l'heure par rapport au fait qu'il y a une dimension très archaïque dans notre cerveau. Hein? Je dis souvent à des amis, nous sommes très primitifs. Parce qu'il y a toujours 3 étages. Hein? Il y a le reptilien, le limbique, puis il y a tout le cortex, néocortex, lobe préfrontal, etc. Mais le fait qu'il y ait le cortex et le lobe préfrontal, ça n'exclut pas le cerveau limbique et le cerveau reptilien. Ils sont encore là. Alors, et eux, ils sont toujours en quête. Je répète ça parce qu'il faut constamment en reprendre conscience. Ils sont à essayer de détecter ce qui pourrait être menaçant. Tout le temps, tout le temps. Le cerveau disait, une femme qui s'appelle Sonia Lupien, disait, qui travaille beaucoup sur le stress, disait, le cerveau, c'est un détecteur de menaces. Il a été un détecteur de menaces pendant des millions d'années. Donc, quand on veut avoir une conversation sur qui sera le premier ministre, on est peut-être encore en train de déterminer ce qui pourrait être menaçant pour notre bien-être, pour notre confort. Parce qu'au-delà de la perception d'une menace à la survie, ça c'est une première chose, le cerveau fonctionne pour détecter les menaces à la survie, mais il essaie de détecter aussi les menaces au confort, au bien-être. Alors, dans une conversation au sujet de qui sera le premier ou la première ministre, il y a peut-être ça aussi. Est-ce que je vais être encore confortable dans un pays qui sera dirigé par telle ou telle personne? Donc, il y a besoin d'y avoir un espace de dialogue parfois, parce qu'on ne voit pas clair, ou on a l'impression de ne pas avoir... on n'a pas trouvé de position encore qui pourrait nous permettre de rassurer
ce détecteur de menaces au bien-être, de l'apaiser. On n'a pas encore trouvé de position qui pourrait permettre de l'apaiser. Alors, on veut ouvrir un dialogue dans l'espoir de trouver une position qui pourra permettre d'apaiser le détecteur de menaces. Une parole que l'autre pourrait prononcer, qui va nous permettre de dire, comme on le disait tout à l'heure, j'avais pas vu ça comme ça, et tout à coup de s'apaiser. S'apaiser. Donc, ça peut être une opportunité intéressante pour observer cette mécanique-là aussi dans notre cerveau. Est-ce que c'est parce que, ou l'inverse? Et là aussi, observer ça, la mécanique où je me suis tellement identifié à un personnage que c'est devenu identitaire. Ce personnage-là est devenu, dans mon cerveau, là, un phénomène identitaire. Et ce phénomène identitaire fait que je vais absolument convaincre l'autre que c'est pour ce personnage-là qu'on doit voter. Là, on n'est plus dans la première dimension où je cherche à trouver une position simplement pour m'apaiser, même si c'est peut-être pas nécessaire, mais c'est là parce que c'est archaïque, c'est les deux vieux cerveaux qui fonctionnent. Donc, et j'écoute l'autre. Ah oui, merci. Et je suis plus en train de défendre à tout prix, bec et ongle, une pelure identitaire, c'est l'expression que j'utilise souvent, là, parce que je compare l'ego à un oignon, une pelure identitaire qui, si elle disparaît, va me donner l'impression que je n'existe plus. Alors, il faut absolument que ce soit lui ou elle qui soit élu, parce qu'autrement, je n'ai plus l'impression d'exister. Et ça aussi, ça peut être observé, là. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Que si ce n'est pas lui ou elle qui est élu, est-ce vrai que je vais disparaître? C'est comme mon petit-fils de 5 ans, là. Le crois-tu? Est-ce vrai? Ce qui tourne dans ta tête, je suis un bébé. Et c'est cette mécanique-là qui doit être observée. Donc, il peut y avoir une opportunité dans un échange, un dialogue, de découvrir si c'est la dimension égoïque, c'est l'activité, j'ai utilisé cette expression-là, si c'est l'activité égoïque qui est sollicitée, je veux à tout prix convaincre l'autre que j'ai raison, ou si c'est plutôt une ouverture où il y a présence, observation de ce qui se passe à l'intérieur, même la tendance à vouloir convaincre est observée tout à coup et apaisée, et apaisée. C'est pas grave si je n'arrive pas à convaincre l'autre, je ne disparaîtrai pas. Mon attention est accaparée par la peur, comme mon opinion de tout à coup être supplantée par une opinion différente. Ah, il y a eu observation de ça. Et là, tout à coup, il y a apaisement. Ça peut prendre quelques secondes, quelques minutes, parfois à entrer dans l'apaisement. Mais c'est merveilleux d'avoir tout à coup pris conscience de ce phénomène-là. Pris conscience de cette activité neurologique. Se connaître, Mathieu. C'est ça que ça veut dire, se connaître. Observer cette mécanique-là en mouvement, en pleine action. Faire les distinctions, les nuances entre je veux convaincre parce que j'ai l'impression que mon cerveau a peur de disparaître si la pelure identitaire est attaquée, ou non, il y a écoute. Il y a écoute pour enrichissement mutuel. Enrichissement mutuel pour une société qui cherche le mieux-être de toutes et de tous. Parce qu'au bout du compte, c'est ça. Hein? On élit des gens qui administrent des budgets, etc. Puis on souhaite que ce soit pour le mieux-être de tous et toutes. Puis il y a des opinions qui divergent. Puis bon, mais au bout du compte, ça, c'est pas grave. La diversité des opinions peut devenir enrichissante pour le collectif. Le problème, il est plus quand une opinion devient identitaire, puis que là, on la défend comme si notre survie en dépendait. Et qu'on passe à la massue comme on le faisait autrefois, mais la massue verbale, etc. Alors donc oui, il y a des moments comme ça où notre attention est accaparée par des dialogues. Mais l'autre chose, peut-on être en silence, parfois, à côté d'une personne, simplement dans la présence l'un et l'une de l'autre, ou l'un et l'un de l'autre, ou l'une et l'une de l'autre. Peut-on simplement être en silence? Sans
laisser l'attention être accaparée par le besoin de prouver quelque chose, le besoin de performer, le besoin d'être tout à coup extraordinaire, exceptionnel, peut-être juste en silence. Tu sais, maintenant, c'est fou parce qu'il arrive des moments où, pendant un repas où on est plusieurs amis, c'est tellement merveilleux de découvrir que on peut être écouté, simplement être là, en silence, observer, apaisé, s'enrichir de ce qui est dit. Observer que tout à coup, il y a quelqu'un qui est coincé dans une peur identitaire, puis qui essaie de la défendre à tout prix, puis qu'on voit son activité neurologique, son agitation mentale, puis son inconfort tout à coup. Puis qu'on porte pas de jugement, on voit juste ce qui se passe doucement dans sa tête, qu'on pourrait même l'aider. Parfois, hey, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave si l'un ou l'autre n'a pas raison. C'est pas grave. Tu sais, ça change tellement de choses. Tellement de choses. Je, je te suis dans tout ce que tu viens de dire et il y a un moment donné au début de ta réponse, j'avais cette image, tu sais, du bras de fer en fait entre nous qui avons sans doute cet appel à l'apaisement, mais cet appel à l'apaisement fait que notre attention est portée justement sur les menaces potentielles et de l'autre côté tout un dispositif de captation de l'attention qui lui tire des sonnettes d'alarme sans arrêt en montrant des trucs qui font que notre cerveau s'allume en disant il y a une menace potentielle. Et donc du coup, le fait qu'on n'est jamais tranquille, comme si on nous donnait quelque chose en fait à faire qui est assez rapide pour nous apaiser, mais sans arrêt. Donc du coup, on nous donne ce truc-là, hop, on le fait. Je sais pas, mettons par exemple, c'est comme si on nous faisait faire un Scooby-Doo. On fait le Scooby-Doo, une fois qu'on l'a fait, on est tranquille, mais on nous donne un autre Scooby-Doo. Et puis ensuite, quand on a fini de le faire, il y en a un autre qui arrive, etc. Pas de la même forme, pas de la même taille. Et comme ça, en fait, on est toujours en alerte, d'une certaine façon. Oui. C'est super important ce que tu dis parce que tu sais, revenons à l'idée que le cerveau est un détecteur de menaces. Il y a quelques millions d'années, les premiers êtres humains, les menaces qu'ils pouvaient percevoir en marchant dans la plaine, elles n'étaient pas innombrables au cours d'une journée. Il y avait un prédateur parfois, il y avait un rugissement qui pouvait être entendu ou une odeur, bon. Mais il n'y en avait pas à 50 par minute. J'exagère à peine, un à la seconde. Là, aujourd'hui, et c'est le même cerveau. Bon, il s'est développé, bien sûr, mais il a aussi augmenté sa capacité à détecter les menaces. Hein, ça s'est développé à travers les analyses qu'il peut faire maintenant hyper rapidement d'une situation. Y a-t-il un danger dans ça? Et maintenant, on ouvre la télé ou on va sur les réseaux sociaux. Ça peut être à la minute plusieurs informations qui peuvent être perçues comme des menaces, même à la survie. Imagine au cours d'une journée. Alors, le cerveau étant constamment sollicité comme ça, en train d'imaginer ou de percevoir qu'il y a des menaces, bien sûr que ça a des impacts sur la santé psychologique et la santé physique. Bien sûr. Parce qu'arrive un moment donné où il est surchargé. Son rôle de détecter la menace qui arrivait une fois de temps à autre, il la joue sans arrêt. Il le joue sans arrêt, ce rôle-là, il le joue sans arrêt toute la journée. J'utilisais une image il y a plusieurs années qui me revient à l'esprit. C'est comme le système d'alarme, un système d'alarme qui peut être dans n'importe quel environnement, là, qui est prévu pour être déclenché s'il arrive un voleur ou quelqu'un qui, pendant qu'on est absent, va pénétrer dans la maison. Mais j'avais un voisin, c'est une anecdote incroyable, j'avais un voisin il y a quelques années qui était parti pour le week-end. Il avait installé lui-même son système d'alarme. C'est un individu qui était habile pour bricoler. Bon, alors il avait bricolé son système d'alarme. Il est parti le vendredi soir, et là, le système d'alarme s'est déclenché sans que personne ne sache pourquoi. Peut-être c'est une erreur de connexion de fil, j'en sais rien. Mais là, c'est une sirène qui hurle dans tout le quartier. Mais il est parti pour le week-end. Personne n'est capable de le rejoindre. Ça hurle toute la nuit du samedi, toute la journée toute la nuit, du vendredi au samedi, toute la journée du samedi, toute la nuit du samedi au dimanche. Écoute, on a appelé les pompiers, les policiers. Personne n'était capable de débrancher le fichu système. Mais il ne jouait plus son rôle.
Un voleur aurait pu entrer n'importe quand, personne ne s'en serait rendu compte. Il y aurait même des personnes qui auraient peut-être été contentes. N'oubliez pas le système de l'alarme. Tu comprends? Alors, donc, le cerveau est un détecteur de menaces. En quelque part, l'alarme est déclenchée quand il y a une menace de perçue. Mais c'est comme si l'alarme était constamment déclenchée maintenant. Alors, et c'est là que ça génère des problèmes de santé psychologique et physique, une anxiété qui s'accroît. Il va nous arriver ceci, il va nous arriver cela. Alors que on n'est pas en train de passer à l'action. Parce que quand on nous donne une information au sujet d'une menace possible, ce serait merveilleux qu'on nous offre en même temps une possibilité de passer à l'action pour être en mesure de régler le problème à la source, de faire en sorte que cette menace-là qu'on puisse reprendre un contrôle sur la situation. Alors que malheureusement, on présente la menace détectée par le cerveau sans présenter la possibilité d'agir. Alors, on entre dans un sentiment d'impuissance, qu'Henri Laborit appelait l'inhibition de l'action. Et ça amène une détresse psychologique, c'est sûr. Ça amène des problèmes de santé physique, c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut être averti constamment. Oh. Le cerveau vient encore de détecter une menace. Y a-t-il un moyen d'agir? Où est le moyen d'agir? Comment puis-je agir sur cette situation? Est-ce que je peux agir maintenant? Dans mon environnement, autour de moi? Est-ce que j'ai au niveau de l'environnement, par exemple, quels sont les gestes que je peux poser comme individu au niveau de l'environnement? Est-ce que je peux, dans mon propre environnement, déjà composter, zéro déchet, etc., déjà agir localement? Est-ce que je peux m'impliquer dans des mouvements plus vastes, etc., pour avoir le sentiment d'agir et non pas qu'il y ait uniquement la perception de la menace avec un sentiment d'inhibition d'action et d'impuissance? Parce que l'attention, on revient à notre sujet, si elle n'est accaparée que par la menace, sans arrêt, ben le système d'alarme fonctionne tout le temps, parce que l'attention est accaparée par la menace. Alors, le système d'alarme est constamment déclenché. C'est comme si on avait le doigt sur le système d'alarme et qu'on ne le retirait plus. Le voisin, quand il est revenu le dimanche après-midi, le quartier était enchanté, à la fois fâché et enchanté. Lui, il s'excusait de toutes sortes de façons, mais... Alors, c'est simplement pour illustrer l'importance de ça aussi, parce que tu as tout à fait raison. On vit à une époque où le cerveau, en tant que détecteur de menaces, est constamment sollicité et que l'attention est accaparée par ça, mais sans avoir de moyens d'agir, de passer à l'action. C'est ça qu'il faut... Et l'attention, ça c'est super important, peut être amenée dans l'inventaire des pistes d'action. Peut être utilisée, être au service de l'intelligence humaine. Quelles sont les pistes d'action possibles? Peut-on ensemble en trouver? Puis-je en trouver? Peut-on ensemble en trouver? En faire un inventaire. C'est la différence entre les pensées inutiles. Ah non. Pensées utiles. Oups! C'est bon. Je t'ai perdu quelques secondes. Ça va? Ouais. C'est la différence entre les pensées inutiles, celles qui génèrent de la souffrance inutilement, et les pensées utiles, pleines de créativité, pleines d'intelligence. Celles qui peuvent nous amener à avoir le sentiment d'agir. Ou celles qui nous permettent, dans certaines situations, de lâcher prise. De dire, ben là, je ne peux plus pour le moment agir sur cette situation-là. Là. S'en rendre compte. On est encore dans l'intelligence, là. Dans la conscience. L'attention est là, complètement. L'attention est au service de l'intelligence. Ah non, ça, je peux pas agir là-dessus. Là. Je ne peux plus agir là-dessus. Là. Ou je peux encore aller dans un espace de dialogue pour demander s'il est possible d'avoir une autre idée parce qu'il n'y en a plus dans mon propre cerveau. Bah, disons que ouais, de ce que je me dis là en t'écoutant, il y a vraiment ce truc-là où on vit dans une réalité où si on se branche sur ce qui est normal de faire, en fait, en gros, j'ai l'impression que on est sursollicité de stimuli qui nous amènent à cette inhibition de l'action et à ce sentiment d'impuissance. Et en fait, on est saturé et donc du coup, la connexion avec soi est en fait annulée d'une certaine façon. Et
autre chose qui me venait, et ça, j'avais pas prévu de l'aborder vraiment avec toi aujourd'hui, mais justement, c'est d'autant mieux que ça vienne. C'est le fait de dire, on est des spécialistes du coup de résolution de problèmes. Et donc du coup, le fait d'être dans la présence, c'est ne plus avoir de problèmes. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est vouloir ne plus avoir de problèmes, c'est régler des problèmes. Mais si on y arrive, alors qu'est-ce qu'on va devenir? Tu vois, il y a un truc comme ça, il y a une espèce de vertige qui peut s'emparer de nous à ce moment-là, où on se sent inutile, débranché. On voudrait arriver à un endroit de calme, mais si on y arrivait vraiment, on serait bien désemparé, j'ai l'impression. J'ai envie de te dire que je crois plutôt qu'on serait tellement créatif. Parce que la présence est au service de la créativité sous toutes sortes de formes. Parce que quels sont les obstacles à la créativité? Ben, c'est justement quand l'attention est accaparée par un problème pour lequel il n'y a pas de solution. Ou s'il y en a une, l'attention n'est pas disponible pour essayer de la trouver. Donc, alors que si tout à coup l'attention redevient disponible, elle est au service de la créativité. Même pour ce qui est des horizons, des univers où on n'est pas en problème, là. On est simplement en train de créer, peindre, écrire, composer de la musique, euh, générer une relation riche avec des personnes qui nous entourent, etc. C'est, tout est au service de la créativité quand on est dans la présence. On n'est pas en train de s'ennuyer. On n'est pas en train de devenir une larve. On n'est pas en train de devenir un mollusque. Puis encore là, ce n'est pas avoir de respect pour les mollusques, parce que peut-être que les mollusques ont peut-être plus de vie qu'on l'imagine quand on utilise cette métaphore-là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas gentil pour les mollusques. Alors donc, nous, on n'est pas inerte. On est vivant, tellement vivant, en train de s'émerveiller. Des capacités que je nomme souvent, là, associées à une phrase prononcée par une femme qui a marqué ma vie, qui s'appelle Marie de Hennezel, une psychologue française, qui avait dit « Il faut découvrir en nous ce qui ne vieillit jamais ». Et là, je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Je marchais après sur le trottoir, je me disais, qu'est-ce qui en nous ne vieillit jamais? Ben, la première, c'est la capacité d'être présent au présent. La première chose qui ne vieillit jamais. Découvrir où est l'attention, ça vieillit jamais. Marie Denezel a travaillé beaucoup dans des unités de soins de fin de vie, puis elle voyait des gens ramener leur attention dans la présence complète des personnes autour d'elle, dans les dernières heures de leur vie, être là complètement. Donc on n'est pas inerte, on n'est pas en train de se flageller ou je sais pas quoi, on est au contraire tellement vivant. Et les autres capacités qui ne vieillissent jamais, c'est la capacité d'aimer. Tu sais, on en parlait au début, mais comment peut-on aimer si on n'est pas présent? On ne peut pas aimer si on n'est pas présent. On ne peut pas aimer, on ne peut pas s'émerveiller si on n'est pas présent. Capacité de s'émerveiller, capacité d'apprendre. Je ne peux pas apprendre si je ne suis pas présent. C'est impossible. Je ne peux apprendre que dans la mesure où toute l'attention est disponible pour accueillir, recevoir, analyser, etc. Transmettre. Impossible de transmettre s'il n'y a pas présence. Impossible. Impossible de savourer s'il n'y a pas présence. Impossible. Tout ça fait que je suis vivant, pleinement vivant, si l'attention est complètement là. Et non pas dans un état de... C'est pas... proche du... j'ose pas dire mollusque, j'ose pas dire larve, j'ai trop de respect, tu comprends? Alors, je ne sais pas trop quoi. Mais voilà, donc, un chiffon, tiens, un chiffon peut-être. Je ne ressemble pas à un chiffon, pas du tout. Toute la vie circule, mais dans ce cas-là, toute l'énergie circule complètement à l'intérieur de moi, là, puis reliée à l'autre, aux autres. Je ne peux pas être relié si je ne suis pas présent, c'est impossible, impossible. Alors donc, c'est ça qui est à redécouvrir à chaque fois. Au contraire, le plein potentiel s'exprime. Les talents peuvent se développer. Les capacités, les ressources d'un individu peuvent se développer s'il y a présence. Dans n'importe quoi. Quelqu'un a un talent pour la danse, ça ne se développera que s'il y a présence. Quelqu'un a un talent dans un univers sportif, ça ne se développera que s'il y a présence. Quelqu'un a un talent dans les mathématiques,
ça ne se développera que s'il y a présence. Tout le potentiel se développe dans la présence. S'il n'y a pas présence, si l'attention est accaparée par un jugement sur soi, je ne suis jamais capable, je ne sais pas ce qu'il faut, etc., il ne peut pas y avoir développement du potentiel. Impossible. Merci infiniment pour cette réponse. Je suis vraiment touché par ce que tu viens de nous partager. Je trouve ça, voilà, je suis content de t'avoir posé cette question. Et je vois le temps qui file. Il nous reste que quelques minutes tous les deux. J'avais une dernière question un petit peu sérieuse avant les petites questions en rafale que je voudrais faire. Donc on va sans doute un tout petit peu mordre sur l'horaire que tu m'as donné. Ça va pour toi? Oui, ça va. Ok, super. Parce que cette dernière question, j'avais envie de te la poser. Justement, tu parlais du fait d'être vivant, d'être en connexion, et j'aimerais, si tu le veux bien, aborder le sujet sensible de la mort avec toi. C'est comment cohabites-tu avec les symptômes liés au vieillissement, et quelle est ta vision de notre finitude? C'est une, c'est une super question parce que je le vis beaucoup. Hein. Euh, tout est lié à l'identification, encore une fois. Suis-je identifié à une représentation que j'ai eue de moi-même plus jeune? C'est aussi important socialement actuellement, là, parce qu'on valorise beaucoup la jeunesse, etc. Puis une personne, tout à coup, voit apparaître une ride et panique, parce qu'elle est identifiée à l'image d'elle-même qui a précédé la ride. Donc, elle ne veut pas la ride, parce qu'elle n'est plus elle-même dans sa représentation d'elle-même s'il y a ride. Donc, il faut faire disparaître la ride le plus tôt possible. Alors, évidemment, on exploite ça beaucoup dans la société actuelle en vendant toutes sortes de produits, machin, pour faire disparaître la ride. Je rigolais en disant à un moment donné, je vais comparer deux crèmes. Une sur la moitié de mon visage, puis l'autre côté, n'en mettrai pas. Pour voir s'il y a une différence après quelques années. Enfin, je rigolais. Tout ça pour dire que le rapport au vieillissement est un rapport à... il y a un apaisement qui va se faire en observant encore une fois la dimension qui est liée à l'identité. Jeunesse, énergie, etc. versus être dans la présence. Parce que ça vieillit pas. La capacité d'être présent, je le répète, je recite Marie de Hennezel, ne vieillit jamais. Alors donc, si j'ai compris ça, là, et si j'ai observé la danse de l'attention, là, et si j'ai appris à la ramener, l'attention, là, dans ce que signifie être présent, là, présente, il n'y a plus de problème avec le vieillissement. La mort maintenant, la mort. Je ne sais pas, en ce qui me concerne, le moment où on meurt est j'appelle ça le lâcher-prise ultime. Et ce lâcher-prise ultime va se vivre dans la présence, dans la mesure où il y aura eu apprentissage de ce que signifie le lâcher-prise tout au cours de l'existence. Parce qu'on a appris à lâcher prise sur des pelures identitaires. On peut apprendre à lâcher prise sur des pelures identitaires tout au cours de sa vie. On peut apprendre à lâcher prise sur une opinion pendant un repas d'amis. Tout à coup. Au sens où on a découvert qu'on n'était pas cette opinion. On peut continuer à enrichir cette opinion, mais découvrir qu'on n'est pas cette opinion. Donc ça, c'est un lâcher prise qu'on a appris à faire. On a perdu des êtres chers, on a appris à lâcher prise en observant quel était leur héritage qu'ils nous avaient laissé, ce qu'on avait appris d'eux, de leur passage à notre vie, etc. Alors, tous ces lâcher prise nous mènent au lâcher prise ultime. Et je crois ça. Je suis pas encore rendu là, je verrai bien, mais je crois profondément que il est possible d'observer, d'entrer dans l'observation des dernières heures de sa vie. D'observer, d'accueillir complètement dans la présence ce qui se passe dans son corps, ce qui est possible de vivre encore avec les personnes autour. Je pense qu'il est possible d'observer ça dans la présence sans jugement sur soi. Ah, ça y est, c'est fini. Ah, puis se recroqueviller, j'ai raté ma vie. Si j'avais fait ça comme autrement, j'aurais eu une vie extraordinaire. Bon, moi, je crois qu'il y a des gens qui meurent comme ça, dans les remords, les regrets, le mépris d'eux-mêmes, d'autres, etc. Alors qu'on peut, je crois, je dis bien je crois, c'est pas une vérité, c'est quelque chose que je crois, mais je crois qu'on peut mourir dans la paix, dans l'apaisement, en étant complètement présent, à la main qu'on tient, aux larmes qui coulent sur la joue,
complètement à la sentir. Observer la larme qui coule sur la joue de l'autre, le sourire tout à coup, mais connecter dans ce qui passe entre nous. Je pense qu'on peut vivre ça dans les dernières minutes, les derniers instants. Je pense qu'on peut vivre parce que je l'ai vécu avec des personnes que j'ai accompagnées, qui partaient, qui mouraient. J'ai eu le privilège de vivre ça. Quand je t'ai parlé tout à l'heure de mon petit-fils qui avait dit c'est une caresse, alors que mon père était en train de mourir au Québec, j'ai pris l'avion et j'ai réussi à me rendre à son chevet. J'ai envie de dire 2 jours plus tard, là, ça a été long, passer par Paris, bon, c'est ça parce que j'étais en France. Et quand je suis arrivé près de lui, mes frères et mes sœurs m'avaient dit qu'il avait fait ses adieux à tout le monde 2 jours plus tôt. Il y avait une grosse hémorragie cérébrale qui était de ce côté-ci. Alors, qui avait fait ses adieux à tout le monde, qui ne parlait plus depuis 2 jours, qui était dans un état semi-comateux. Alors, quand je suis arrivé près de lui, tout le monde a quitté la chambre, j'étais tout seul avec lui. Et là, je lui ai dit, ben, je viens d'arriver, j'étais en France, etc. Et son côté droit, c'était à gauche l'hémorragie, parce que son côté droit était paralysé. Donc, le côté gauche était encore mobile. Et là, sans dire un mot, sa main est sortie, elle était sous un drap. Sa main est sortie, puis il est venu prendre la mienne. Puis serrer la mienne comme ça. C'était tellement touchant, là. Et il est décédé quelques heures plus tard. Alors, il a été présent. Il a été dans la présence. Complètement dans les dernières heures. C'est ça qui me permet de dire c'est possible. C'est possible. Alors voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que avant justement de commencer les questions un petit peu rapides, je peux te demander cet exercice tout à fait approprié, juste le fait de poser ton attention sur ta sensibilité. Qu'est-ce qu'elle dit là tout de suite? Comment tu vas? Très très bien. Il y a des émotions qui m'ont traversé en évoquant ces souvenirs. Il y a l'émotion qui m'a traversé, j'ai bien senti ce qui se passait dans mon thorax, etc. Mais écoute, je me sens très très bien là, très bien. Super. La respiration, tout ça, la relation avec toi est très agréable. Je sens l'écoute, je sens la. Alors, je me sens très très bien, très bien. Merci de poser la question. C'est partagé. Du coup, je vais te poser des questions assez rapides et je te demande justement quelques mots de réponse, les premiers qui te viennent. Donc là, on est dans la spontanéité plutôt que dans le développement. Comme ça, on te lâchera moins en retard que si jamais, parce que sinon, il y en a une tonne. Et il y en a plein que j'ai passé. Je suis dans un plaisir et dans une frustration mêlée. Justement, si moi, je fais mon petit check de mon côté en me disant le nombre de questions que j'ai dû passer sous silence parce qu'on était justement sur des sujets brûlants et tout ça. Je suis hyper content enfin, c'est à la hauteur du plaisir que je prends, hein, évidemment. On n'est que frustré quand on prend du plaisir, c'est normal. Et donc, on passe à cette petite séquence de questions-réponses assez rapides, ça te va? Oui, avec plaisir. Super. C'est quoi pour toi le libre arbitre? Le seul mot. Quand la peur, c'est la peur qui s'apaise. La peur s'apaise. La peur de ne plus avoir l'attention, la peur de ne plus, donc, ne plus être contraint à choisir en fonction du regard de l'autre. Ok. C'est quoi pour toi la souveraineté? J'ai envie de répéter ce que j'ai dit, la présence. La présence et la souveraineté, tout est là, tout est disponible. Les besoins sont observés aussi. Et pour se rendre compte tout à coup que, bon, il y a des besoins qui n'en sont pas vraiment. Alors, il y a une souveraineté au sens où les choix exercés s'effectuent en fonction de quelque chose de très dépouillé, j'ai envie de dire, sobre.
La souveraineté est associée à, c'est ça, à une espèce de liberté complète. Parce que tout est observé, puis qu'il y a plein de choses qu'on croyait nécessaires qui ne le sont plus. Parce que tout est tellement là, Mathieu. Ma question d'après peut être le prolongement de cette réponse-là, c'est est-ce que ça existe pour toi l'objectivité? Oui, je dirais oui. D'une certaine façon, oui. Quand il y a un esprit complètement clair, parfaitement clair, lucide, qui est plus coincé dans des besoins archaïques, il y a un regard qui peut être très objectif de porter sur ce qui se passe, ce qui est là, le réel, ce qui est là. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois? Oh, il n'y a pas longtemps. Euh, Ce matin, peut-être, en écoutant une musique. J'écoutais la musique ce matin, puis il y a des larmes qui sont montées. Parce que la musique habitait tout l'espace. C'est magnifique. Magnifique. C'était quoi comme morceau qu'on le mette en lien dans la description? C'était du Mahler. C'est un extrait de la deuxième de Mahler que j'écoutais ce matin. Super. Comme un malheur n'arrive jamais seul, je te pose la question suivante. Si tu devais nous donner une image spontanée de la pire situation pour toi, ce serait laquelle? La pire situation. Oh là là. Être absent. Pas être là. La vie passe sans être là. C'est la pire de toutes les situations. Être absent. Que l'attention soit accaparée par l'attention complètement accaparée par l'ego. Et bah du coup, j'imagine la réponse à la question suivante. Si tu devais nous donner une image spontanée de ce qui est le bonheur absolu pour toi, ce serait lequel? L'ego complètement apaisé. L'ego apaisé. Ok. Apaisé. Complètement apaisé. Donc présence totale, absolue. Ok. Pour finir cet entretien ensemble, j'ai quelques petites phrases que j'aimerais que tu complètes, si tu veux bien, avec ce qui te vient spontanément également. Donc, selon moi, le monde serait plus beau si... Si tous les êtres humains apprenaient à apaiser l'activité égoïque. Donc, si tous les êtres humains apprenaient à observer le fonctionnement de leur esprit et apprenaient à ramener l'attention complètement dans le présent. Aujourd'hui, prendre soin de moi, ça veut dire principalement... Je répète, j'ai l'impression de toujours répéter les mêmes choses. Prendre soin de moi, c'est apprendre à entrer dans la présence pour que cessent les jugements sur moi-même, pour que cessent les jugements qui nous privent de connexion riche, aimante. Prendre soin de soi, c'est ça, c'est redevenir complètement tout le potentiel, tout ce que nous sommes. Des êtres de relation qui peuvent aimer, s'émerveiller, savourer, apprendre, transmettre, créer. Prendre soin de soi, c'est permettre à tout ça d'être là. Libérer tout ça. Libérer tout ça. Ce que je garde du moment que nous venons de vivre tous les deux, c'est principalement... Cette connexion, Mathieu, ton écoute, j'ai envie de dire, le temps que tu as mis à te préparer, pour moi, ça s'est traduit par ce qu'on a vécu ensemble. Et c'est aussi un reflet de ce que les êtres humains peuvent vivre chaque jour. C'en est une représentation, un exemple. C'est comme ça que je me sens. On peut tous et toutes vivre ça.
Tous et toutes vivent ça, tout le monde. Et ce sera ma dernière question pour toi, pour cette interview du jour. Est-ce que tu t'aimes? Et si oui, est-ce que tu veux bien nous parler de comment tu t'aimes? C'est une question qui demanderait un assez grand développement, mais Hmm. à partir du moment où ça pèse l'ego, l'activité égoïque, c'est-à-dire la peur de ne pas être à la hauteur, la peur à travers les représentations qu'on a de soi-même, les fausses identités. À partir du moment où tout ça, ça pèse, là, et qu'il y a l'attention est complètement dans la présence, là, j'ai envie de dire que apparaît immédiatement ce que signifie l'amour de soi. C'est-à-dire que il y a plus de division. Il n'y a pas une partie de soi qui aime une autre partie de soi. Il n'y a pas une partie de soi qui juge une autre partie de soi, puis il n'y a pas une partie de soi qui aime une autre partie de soi. Il y a simplement tout le potentiel qui s'exprime. Et tout ce potentiel qui s'exprime permet de ressentir un bien-être qui devient, j'ai envie d'oser dire ça, qui devient amour. Et il n'y a plus rien qui suit le mot amour, qui devient amour, de soi, de l'autre. Ça n'a pas d'importance. Il y a amour. Et il y a amour. Merci beaucoup, Serge, sincèrement, pour justement ta confiance, pour cet échange intense, sincère, riche, plein d'amour et d'humanité. Merci vraiment. Merci beaucoup à toi, Mathieu. Puis merci à Gaëtan aussi d'avoir été derrière, là, avec la techno. Alors, merci infiniment. Et merci à toutes les personnes présentes. Ben oui, merci à vous de nous regarder, merci de nous suivre. Justement, à destination des gens qui nous regardent, les liens pour accéder à tes livres et ton travail sont disponibles sous cette vidéo. Et à mon tour, j'aimerais remercier Gaëtan pour son aide précieuse, son soutien indéfectible et son esprit de synthèse. Et enfin, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à réagir dans les commentaires, à t'abonner bien entendu. Et surtout, n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!